en question, question d'école. Votre émission éducative École en question tire le bilan des 2 ans de Macky Sall au pouvoir sur le plan éducatif. Qu'est-ce qui a été fait? Où en sommes-nous avec les négociations gouvernement, syndicats d'enseignants ou encore où va l'enseignement public au Sénégal? Pour répondre à toutes ces questions, Arona Diouf convie autour du micro Cheikh Mbow, le coordinateur de la coalition des organisations en synergie pour l'éducation publique COSYDEP. École en question, c'est ce dimanche 30 mars 2014 de 11h05 à 12h sur Radio Sénégal International. L'école en question, question d'école, tous les dimanches, 11h-12h, Radio Sénégal International fait la lumière. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Radio Sénégal International et à votre émission L'école en question. L'école en question qui a l'honneur, le plaisir en tout cas, de recevoir ce dimanche M. Cheikh Mbow. Bonjour. Bonjour Arona. Vous êtes le coordonnateur de la COSYDEP, coalition des organisations en synergie pour l'éducation publique. Avec vous, M. Mbow, nous allons faire le bilan des 2 ans du président de la République au pouvoir sur le plan éducatif. D'abord, le bilan d'ensemble que vous tirez des 24 mois de Macky Sall à la tête du pays, bien sûr sur le plan éducatif. Merci encore une fois à Arona, merci aussi à la RTS. Je voudrais aussi en profiter pour remercier tous vos auditeurs et auditrices et dire effectivement que nous avons vécu les 2 dernières années avec un bilan assez mitigé, où il y a eu des aspects éminemment positifs, mais d'autres aussi qui exigent en tout cas la prise en charge de ces défis et enjeux. En termes d'éléments positifs, nous avons noté effectivement l'intention de devoir assainir l'espace éducatif au niveau particulièrement du supérieur. L'option aussi pour avoir une meilleure maîtrise des fonctionnaires à travers l'audit de la fonction publique qui a été effectivement initié, c'est une option salutaire. Autre élément pour nous qui est effectivement positif, c'est qu'aujourd'hui ils sont arrivés à travailler à ce qu'il y ait une meilleure lisibilité du champ syndical à travers des élections de représentativité qui sont en vue. Et enfin, un autre point pour nous qui est positif, c'est toutes ces perspectives en termes d'assises autour du secteur de l'éducation pour que l'on puisse réfléchir encore une fois sur la refondation du système. Maintenant, je l'avais dit, à côté de cela, il y a effectivement des défis et des enjeux auxquels il faudra faire face. Parmi ces défis, nous avons senti la nécessité de mieux positionner l'éducation et la formation dans l'agenda de développement de ce pays. Il faudrait par exemple en termes de ce plan qui est un plan d'espoir, le plan Sénégal émergent, la place qui est réservée à l'éducation pour nous, pour un secteur qui doit porter toutes les autres activités de développement, devrait être encore mieux considérée. Dans les discours du chef de l'État, dans l'option, dans les orientations de manière générale, nous pensons qu'il faudrait davantage asseoir l'éducation dans les secteurs de développement. Ça, c'est un aspect. D'autres éléments qui, pour nous, constituent aussi un défi, c'est nous voulons aussi que le système puisse dépasser pour de bon les questions d'ordre matériel qui, aujourd'hui, perturbent le système de manière globale. Chaque année, c'est quoi? C'est des enseignants qui sont en grève pour dire que c'est des salaires non payés ou payés en retard. C'est des élèves qui exigent en tout cas des enseignants parce qu'ils n'ont pas suffisamment de professeurs. Donc pour dire en gros que ces questions-là devraient être résolues de manière générale et malheureusement c'est des questions qui sont revenues durant ces 2 années. L'autre question qui est revenue durant ces 2 années, c'est les démarrages tardifs au niveau donc des années scolaires et universitaires. Nous le savons, ça faisait partie effectivement des questions qui plombaient la qualité de l'éducation parce que nous connaissons la relation dialectique qui existe entre un temps d'apprentissage conséquent et l'amélioration de la qualité des enseignements d'apprentissage. Mais ces 2 dernières années, nous n'avons pas pu ouvrir les écoles à temps. Donc pour des causes de report, on a reporté donc les années. Et jusque-là d'ailleurs, il y a des écoles ou des classes qui ne sont pas fonctionnelles parce qu'il manque de professeurs, ou alors l'université pour qui on ne sait même plus quel est son temps d'apprentissage, qui démarre toujours au mois de mars-avril. Cela pose problème. Donc la question du temps d'apprentissage en termes d'ouverture à temps des années scolaires et universitaires, pour nous, c'est aussi un défi et pour lequel nous n'avons pas pu sentir effectivement un progrès dans sa gestion. Pour nous, autre question qui est importante, c'est la question de, comment on appelle, des performances. Vous savez que l'année dernière a été l'année
où on a enregistré des contre-performances notables, particulièrement au niveau du certificat de fin d'études élémentaires. 33% de taux de réussite, c'est inquiétant, c'est angoissant. La raison, c'était quoi? La raison qui a été effectivement partagée par les pouvoirs publics, c'était qu'il y avait l'avènement effectivement de ce curriculum, donc qui semble être la raison. Mais dans tous les cas, quelles que soient par ailleurs les raisons, ça veut dire qu'il y a eu 67% d'enfants qui n'ont pas les compétences à lire, écrire, compter. Parce qu'au certificat, ce sont les connaissances de base qui sont évaluées. Et quand un enfant ne sait pas lire, écrire, compter, ça veut dire qu'il ne peut pas accéder aux autres savoirs. Et cela est inquiétant parce que depuis longtemps, nous ne connaissions plus cela. Donc de sorte qu'en termes aussi d'éléments d'évaluation ou d'éléments de bilan, c'est une question qui doit préoccuper fondamentalement et largement ce régime. On nous dira que le régime ne peut pas être à première vue, en tout cas de manière directe, le premier répondant, parce que ces enfants ont subi 6 années de scolarité, mais dans tous les cas, c'est un constat qui a été fait. L'autre constat à terme donc de défi, c'est que nous avons senti cette année, nous on a fait une tournée au niveau du sud-est de ce pays, et avons vu des enfants, 1 millier d'enfants qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas été enrôlés. Ils sont inscrits, avaient l'âge scolaire, devaient aller au CI, mais ils n'ont pas été enrôlés par faute d'enseignants. Cela pose problème. Nous avons aussi été alertés par nos antennes régionales qui nous disent qu'il y a des classes qui, jusqu'au mois de mars, là, n'arrivent pas à avoir des professeurs, particulièrement de philosophie ou de mathématiques. Cela est inquiétant et ça nous rappelle qu'on pourrait avoir encore une fois des contre-performances au mois de juillet-août quand on sera encore en situation d'examen. Donc voilà des questions comme ça qui font effectivement que c'est un bilan très mitigé parce que les ruptures de fond sur des questions de fond n'ont pas véritablement été encore ressenties. Enfin, sur cette question, c'est dire que la question du défi lié à la disponibilité des décideurs, c'est une question aussi qui est essentielle en termes juste de dialogue social. Donc avoir des décideurs, des ministres de la République qui soient disponibles à l'endroit des acteurs sociaux et particulièrement des acteurs nationaux sociaux. Et donc de ce point de vue, nous avons suivi ce qui s'est passé avec le protocole d'accord qui a duré plus de 15 mois. Nous avons suivi ce qui se passe actuellement avec le syndicat des inspecteurs d'éducation qui tarde à être reçu. Nous avons senti ce qui s'est passé en termes de pilotage et de gestion du système de planification avec les sortants de la FASTEF. Donc voilà un ensemble de questions qui méritent aujourd'hui qu'on les adresse de manière beaucoup plus profonde. Nous allons revenir sur tous ces points-là. Vous l'avez dit dès votre entame, les intentions sont là, mais pensez-vous que le gouvernement a apporté les ruptures attendues dans ce secteur? Oui, mais c'est ça que nous avons essayé effectivement d'adresser tout à l'heure. Nous avons dit qu'en termes de ruptures significatives, c'est des ruptures qui nous permettent d'améliorer la qualité des enseignements-apprentissages, d'améliorer les performances. C'est ça qu'on appelle rupture de qualité. C'est des ruptures qui nous permettent d'avoir un climat beaucoup plus serein et qui soit plus propice à un enseignement-apprentissage de qualité. Ça veut dire que, nous l'avons dit, les questions d'ordre matériel, il faut retourner à l'orthodoxie et les régler pour de bon. Ce Sénégal ne mérite pas une seule minute de grève pour cause de non-paiement de salaire. Quand quelqu'un travaille, il faut le payer. Ou de retard de salaire, ou d'indisponibilité d'enseignants. Ces questions-là, il faut qu'en termes de planification, qu'on puisse les maîtriser, qu'on puisse les régler pour de bon. Ça, c'est pour nous un aspect qui est essentiel. Mais faudrait-il aussi que l'enseignant, l'instituteur, sache ses droits, ses devoirs? Ça, c'est important. Ça veut dire que nous avons dit que sur la question, il y a que... on parle justement de système éducatif. C'est comme une chaîne où il y a des maillons qui s'entretiennent. Donc il est important que chacun joue son rôle. Alors c'est à l'État de veiller à ce que les enseignants ne soient jamais en grève pour cause de salaire, ou etc. Il ne faudrait pas que des élèves soient en grève par faute d'enseignants. Il faudrait justement, quand ces questions-là sont résolues, qu'il y ait une plus grande exigence de la part des citoyens en termes de présence des enseignants, en termes de qualité dans leur enseignement-apprentissage. C'est une chaîne. Donc l'enseignant doit rester en classe, il doit enseigner. Il ne doit faire qu'enseigner. Maintenant, il doit y avoir dans la chaîne, dans le système, quelqu'un d'autre qui s'occupe de son salaire, quelqu'un d'autre qui veille à ce que les élèves puissent disposer d'enseignants de qualité à temps. Donc voilà ce qui fait que ce système-là, mais ce qui fait que nous, quand nous parlons
nous insistons aussi sur l'État, sur les décideurs, c'est simplement parce que l'éducation, c'est de la responsabilité de l'État. C'est-à-dire que même l'enseignant qui ne fait pas son travail, l'État doit prendre les mesures nécessaires pour le pousser à faire son travail. C'est que vous avez appelé à une cohérence institutionnelle dans le secteur éducatif. C'est important. Il faut qu'il y ait cette cohérence. Il faut que l'État, finalement, joue totalement effectivement son rôle de régulateur, de responsable de ce secteur. Quand un enseignant n'enseigne pas, c'est à l'État de prendre des dispositions. L'enseignant, c'est l'État qui l'a recruté, qui l'a formé, qui le paye. Donc il a un devoir de suivi. C'est pourquoi d'ailleurs le corps d'encadrement c'est important pour voir en termes de régularité, de présence, de qualité de ce qu'on fait, de sérieux, de compétence. C'est pourquoi nous adressons aussi la question de la formation des enseignants. Des fois, vous savez, l'enseignement c'est un métier. On ne naît pas enseignant. On n'hérite pas de l'enseignement. Donc, il faudrait qu'il soit formaté à ça, qu'il ait des outils en termes de déontologie, hein, de sorte qu'il sache effectivement ce qu'il doit faire. Donc ça, pour nous, c'est une question qui est là, une question très très sérieuse. Et tous ces jeunes, tous les Sénégalais, les 14 millions de Sénégalais comptent sur celui-là qu'on appelle État, à travers le niveau national, à travers ses services déconcentrés et décentralisés, pour veiller à ce que l'éducation puisse continuer à être ce levier de régulateur social. Parce que vous le savez, vous et nous, c'est certainement parce que nous avons bénéficié de l'éducation que nous savons parler français, que nous arrivons à nous débrouiller. Donc il faudrait que l'éducation continue à être cet ascenseur social qui permette à l'enfant de rêver pouvoir changer de situation sociale simplement parce qu'il a accédé à une éducation de qualité. Et ça, il y a quelqu'un qui doit en être garant. Ce quelqu'un, il s'appelle État. Monsieur Cheikh-Mbow, on parle de 40% du budget national alloué à ce secteur de l'éducation. Pourtant, avec la santé, il y a plus de tensions dans ces deux secteurs. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui souvent manipulation de la part de nos gouvernants quand ils évoquent ces chiffres-là? Écoutez, nous sommes dans le cadre de la campagne mondiale pour l'éducation où nous travaillons avec d'autres structures qui viennent de plusieurs pays, 180 pays. Mais nous savons effectivement que la question des données pose problème dans nos pays, particulièrement en Afrique. La crédibilité, la viabilité de ces données, la fiabilité des données, ça pose problème. Mais dans tous les cas, même si le débat autour de controverses autour du taux alloué à l'éducation est posé, est-ce que c'est 40%? Il précise en disant 40% du budget de fonctionnement hors dépenses des dettes. Même si ce débat est posé, ce qu'on peut constater, c'est que le Sénégal fait partie des pays champions en termes de ressources injectées dans le système. C'est ça le constat. Ça peut ne pas arriver à ce taux qui est annoncé. Mais ce qui est essentiel, nous avons dépassé la commande mondiale qui voulait qu'on soit au moins à 20%. Ça, nous l'avons dépassé. Sommes-nous à 40%? Ça peut faire l'objet de controverses. Nous avons dit au niveau mondial qu'il fallait être au moins à 6% du PIB. Aujourd'hui, le Sénégal est à 5,6, 5,7. Donc on est très proche. Nous faisons partie des pays qui investissent le plus, classés dans le cadran des pays les moins performants. À côté, figurez-vous, de la Gambie, qui a pris des pas, qui a fait des efforts assez importants. Et la Gambie et le Sénégal, en termes d'analyse sur le plan du contexte économique, du contexte social, du contexte culturel, c'est les mêmes pays. La seule différence, c'est qu'ils sont peut-être anglophones et nous francophones. Est-ce que cela va confirmer que les francophones sont moins efficaces, sont moins pragmatiques? Mais dans tous les cas, voilà le constat qui est fait et qui fait que nous avons l'impression qu'on dilapide les ressources, quel que soit par ailleurs leur taux. Nous savons qu'il y a un problème d'efficience tout court, parce que quand vous allez vous donner de l'argent à votre dame pour faire la défense, ben écoute, vous avez besoin, en fonction de ce que vous investissez, d'avoir un produit de qualité. Maintenant, investir plus de 20%, 27%, 33%, 40% et être derrière des pays qui investissent moins, c'est là où se trouve la question. Ça, c'est un aspect pour nous qui est essentiel. L'autre aspect qui est essentiel, c'est que les Sénégalais se rendent compte que justement en termes d'investissement, les ménages mettent plus que toute autre partie. De sorte que ça doit les engager en termes de suivi citoyen participatif, de suivi budgétaire participatif, d'exigence citoyenne. Donc ça aussi, ça doit engager les communautés pour dire, écoute, l'éducation, c'est vraiment un bien public. Donc tout le monde devrait pouvoir surveiller ça. Donc la question du financement est posée sous l'angle de l'efficience. Ça veut dire les résultats qui soient en relation avec les ressources qui sont injectées. Donc c'est vraiment ça cette question. Votre organisation, la COSIDEP, souvent est au devant de l'actualité au moment des crises pour arrondir les angles.
Et toujours, il y a des problèmes. Quelquefois, est-ce que vous ne vous posez pas certaines questions pour savoir si les deux parties sont sincères dans leurs négociations? Parce qu'on a l'impression que chaque année, on prend les mêmes et on recommence. Voilà, c'est ça qui est dommage, quoi. Ça veut dire que toutes les 10 dernières années, c'est les mêmes revendications qui ont causé les mêmes perturbations. Comme si nous n'avions pas un système d'alerte. Comme si nous n'évaluions pas ce qui s'est passé hier et avant-hier. C'est cette impression que ça donne. Ou alors comme si, même si c'était évalué, c'est évalué de manière sectaire. Chaque groupe, chaque catégorie, chaque parti en faisait son évaluation. Il faudrait qu'on aille vers des évaluations systématiques, évaluations consensuelles, où toutes les parties prenantes sont là pour mieux maîtriser, faire le diagnostic, un diagnostic exact. Donc ça c'est important. Nous, c'est vrai, la COSYDEP s'investit beaucoup dans la médiation, dans la facilitation. Nous ne négocions pas. Parce qu'on n'est pas l'État. On n'est pas un syndicat. Nous sommes une coalition de la société civile. Mais notre mission, ce n'est pas de travailler dans la facilitation, dans la médiation. C'est de travailler sur l'éducation en situation d'urgence. Comment faire pour que les enfants qui sont dans des zones inondées, ou qui sont dans des zones de conflit, ou qui sont dans des zones particulières puissent accéder à l'éducation. C'est de travailler sur l'éducation inclusive. Parce que nous nous rendons compte que pour atteindre les objectifs, il faut faire en sorte que les exclus puissent avoir une offre qui soit en conformité avec leurs demandes. C'est de travailler sur les questions de gouvernance, c'est de travailler sur la question des filles, de l'éducation des filles, etc. etc. C'est de travailler sur la question du non formel, de la petite enfance. Mais on est obligé, chaque fois qu'il y a des perturbations, de suspendre tous nos programmes. Parce que puisque nous intervenons dans des écoles, avec des acteurs de l'école, vous comprenez que c'est quasi impossible de continuer à fonctionner si l'école est perturbée. Donc on est obligé de suspendre tous nos programmes pour travailler à la facilitation, à la pacification du système. Mais c'est ça qu'il faut arrêter. Parce que là, on perd même du temps, on n'a pas les déficiences. C'est-à-dire que nous, COSYDEP, on ne sera plus dans notre mission de contribution de qualité tant qu'il y a ces perturbations. L'État ne pourra pas être dans une situation de réflexion approfondie sur les enjeux ou l'orientation. Les syndicats ne pourront pas jouer le rôle d'encadrement des enseignants. Donc chacun perdra du temps. C'est pourquoi il faut que, pour, je crois, l'avenir, que le Sénégal puisse se résoudre à dire ces perturbations, mais nous en avons assez, il faut les arrêter. Il faut les arrêter, il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire. Celui qui paye, qu'il paye. Celui qui doit pourvoir un enseignant, qu'il le fasse. Celui qui doit rester dans les classes, qu'il le fasse. Et nous aussi, qu'on travaille dans le suivi, dans la veille citoyenne. Donc voilà ce qui pourrait nous permettre aujourd'hui, vraiment de ne pas apparaître en tant que COSYDEP, en tant que facilitateur, parce que voilà quoi, notre mission, ce n'est pas de travailler sur la médiation des crises. Hein? Je rappelle que votre émission, L'école en question, reçoit ce dimanche M. Cheikh Mbow, c'est le coordinateur de la COSYDEP, la coalition des organisations en synergie pour l'éducation publique. M. Mbow, revenons au bilan de Macky Sall sur l'éducation. Le règne de Macky Sall, c'est quelques difficultés avec les syndicats d'enseignants, les sortants de la FASTEF. Il y a aussi les inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale qui sont toujours en mouvement, des mouvements d'humeur. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire? Ce que je disais tantôt, c'est que finalement, ces mouvements d'humeur vont nous amener à considérer que réfléchir sur l'éducation et la formation, c'est réfléchir sur les grèves, les perturbations. Tu vois, donc ça va polluer le débat ou l'atmosphère. Même la presse, vous, quand vous nous interrogez, vous mettez l'accent que sur les perturbations et les grèves. Quand les décideurs réfléchissent sur les questions d'éducation, c'est comment gérer les syndicats. Quand les syndicats se positionnent, c'est de la même façon. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse dépasser ces questions. Parce qu'en réalité, ces questions peuvent être résolues. Il faut les dépasser pour qu'on puisse être dans des débats beaucoup plus constructifs, des débats de fond. Quel Sénégalais faut-il former? Nous avons besoin de quel Sénégal dans 50 ans, dans 75 ans? Comment faire pour avoir des ressources de qualité qui puissent porter quelle politique éducative? Il faut qu'on soit dans ce débat de fond. Comment faire pour que l'enfant de Fongolemi, de Tandiman, de je ne sais pas quel coin de ce pays-là puisse accéder lui aussi à l'éducation? Comment faire pour que l'insertion, l'éducation puisse être au service aussi de la formation et de la citoyenneté, de la société? Comment faire pour régler ces questions, toutes ces questions? Je crois que c'est là où on est attendu. Mais malheureusement, tout ça c'est pollué par ces perturbations. Maintenant, ce que ça nous inspire, c'est il faudrait que de manière résolue, que l'État se dise que le dialogue doit être permanent. Le dialogue ne doit pas être une exception. On ne doit pas dialoguer que quand il y a difficulté. Il y a des instances de dialogue qui existent. Ces instances doivent être fonctionnelles en permanence. Qu'il y ait crise ou pas. Parce que comme on dit en Wolof,
Donc si on privilégie le dialogue de manière permanente, qu'il y ait ou pas perturbation, ça pourrait résoudre le problème. L'autre question sur nous, c'est la disponibilité des autorités. Que les autorités se disent qu'elles sont là pour les communautés. Elles sont payées par les communautés et doivent être disponibles en termes de réponse aux demandes, en termes de réponse aux sollicitations. Ça, c'est essentiel. C'était une demande d'ailleurs, si on compare à l'autre régime. Il faudrait que sur ce plan-là, qu'il y ait effectivement des pas significatifs en termes de disponibilité. Parce que ce n'est pas facile d'être un ministre de la République. Si on comprend la fonction de ministre, qui est celui-là qui doit essayer de faire en sorte que toutes les intelligences soient valorisées, que tous les acteurs soient mis en avant. Donc ça, pour nous, c'est essentiel sur cette question de la disponibilité des autorités de manière particulière. L'autre question, c'est la prolifération des organisations d'enseignants. Il y a trop de syndicats dans ce pays. C'est un problème. Et donc, il y aura cette quête au leadership syndical qui fera effectivement que ça peut perturber le système. L'autre question pour nous qui est essentielle, c'est le développement ou la responsabilisation des autorités locales. L'éducation étant une compétence transférée, qu'est-ce que nos élus font de l'éducation? Quelles sont les initiatives qui sont prises? Jusqu'où s'intéresse à l'éducation? La question des autorités déconcentrées et décentralisées, la prise en charge de l'éducation au niveau local, pour nous c'est une question. L'autre question pour nous c'est aussi la question même de l'appropriation de l'école par les communautés. Si chaque parent se disait, je vais m'intéresser à l'école de mon enfant, est-ce qu'il y a de l'eau à l'école de mon enfant? Y a-t-il de l'électricité à l'école de mon enfant? À combien ils sont assis par table à l'école de mon enfant? Est-ce que l'enseignant de mon enfant vient chaque jour à l'école? Qu'est-ce que mon enfant a appris? Si chacun s'intéressait à ça et refusait qu'on prenne l'école en otage, ça pourrait aussi résoudre le problème. Les enseignants les communautés devraient pouvoir arbitrer des fois. Dire aux enseignants, continuez à enseigner, nous on va sortir dans la rue, on va voir qui est le droit pour exiger qu'on vous paye vos salaires. Mais dire aussi aux enseignants, vous n'avez pas le droit d'aller en grève pour telle ou telle autre raison fallacieuse. Donc il faut que les communautés se disent enfin que l'école, c'est notre école. Ce n'est pas l'école du ministre, ce n'est pas l'école du président, ce n'est pas l'école du syndicaliste, ce n'est pas l'école de l'enseignant. Mais c'est notre école parce que l'espoir de ce pays-là dépend effectivement de l'orientation de l'école. Nous allons parler de votre coalition, la COSIDEP. Une organisation qui est à la base, qui travaille pour en fait l'émergence de l'école publique sénégalaise. Vos activités en ce moment et vos perspectives? Oui, pour ce qui est de la COSIDEP, il faut dire que c'est une coalition, c'est une plateforme déjà multi-acteurs où tu as des ONG, des syndicats, des associations de parents d'élèves, des OCB. Mais notre défi majeur, c'était d'avoir un ancrage local, communautaire local. Aujourd'hui, nous avons mis en place toutes les antennes, de sorte que tout ce que nous disons est fondé par des remontées d'informations que nous recevons effectivement de la base, mais aussi par des recherches, l'entrée par la recherche qui est notre stratégie principale. Ça, pour nous, c'est important. C'est ça qui nous donne plus de légitimité par rapport à la question. Ben, nous nous sommes dit aussi, il faudrait qu'on continue à être très vigilants, à jouer notre rôle de citoyen, mais de citoyen constructif, qui aide les décideurs à mieux décider. Excusez le pléonasme. Parce que le décideur, il faut lui donner la possibilité d'avoir une lecture plurielle de la situation. C'est ça qui lui permet de mieux. Et donc nous sommes un canal qui lui permet d'avoir des rapports alternatifs, une lecture alternative, des appréciations autres que ce qu'il reçoit de manière institutionnelle. Et donc, qui, si tout le monde est dans un état d'esprit positif, devrait pouvoir effectivement les intégrer avant de prendre une décision. Donc voilà ce que nous faisons. Maintenant, nous avons beaucoup de programmes, comme j'ai dit, puisque la raison d'être de la COSIDEP, comme de toutes les autres coalitions qui sont autour de l'Afrique et dans le monde, c'est de suivre un peu les engagements éducation pour tous. Donc c'est de voir où se trouvent les gaps, quelles sont les zones où il n'y a pas encore d'école, où encore les enfants ont des difficultés à accéder à l'école. Ça, pour nous, c'est important. C'est de réfléchir sur la situation des exclus, qui ne sont pas encore à l'école, pourquoi n'y sont-ils pas, de quelle offre ont-ils besoin. Donc les zones réfractaires, la situation des exclus, c'est des questions spécifiques là que nous intéressent. C'est de réfléchir sur la question de la pacification en termes de qualité des apprentissages. C'est de réfléchir sur la qualité aussi des enseignements apprentissages en termes d'accompagnement des communautés. Donc c'est des questions comme ça qui aujourd'hui nous mobilisent. Nous avons des programmes dans le cadre de la mise en place de gouvernements scolaires, de comités de gestion, parce que nous sommes persuadés que si toutes les communautés sont organisées autour de l'école, ça peut aider à. Nous avons un programme sur la question de qualité de l'éducation en termes donc d'évaluation,
à partir des ménages, un programme que vous connaissez à travers Djangondo, où nous sommes en partenariat avec l'ARTES et qui nous permet d'avoir des données dans ce sens-là. Nous travaillons sur l'éducation en situation d'urgence dans les zones inondées, mais aussi au sud du pays, avec ce qui se passe, avec la crise qui est ici et là-bas. Nous travaillons sur l'éducation inclusive. Ça, je crois qu'on est pionnier. En tout cas, on a fait beaucoup de contributions dans ce sens-là. Donc voilà ce que nous faisons. Mais l'essentiel, c'est de mieux accompagner les communautés, de mieux les organiser pour qu'elles s'approprient l'éducation. Mais pour qu'elles se positionnent aussi face même aux décideurs. Pour leur dire, voilà nous, de quelle offre éducative nous rêvons pour que nos enfants puissent en tout cas se mouvoir dans ce monde du XXe siècle. Une dernière question avant de passer à la version Wolof de cette émission. Une question, où va l'école sénégalaise? Je crois qu'il nous faut, c'est une question de fond. Une question que devra résoudre les assises de l'éducation. Parce que c'est une question qui nous permettra de réfléchir en profondeur sur la refondation du système. Qu'on n'ait plus une école au Sénégal, mais qu'on ait une véritable école sénégalaise, qui tienne compte des valeurs, de nos valeurs, qui tienne compte de nos rêves, qui tienne compte aussi de ce qui se passe dans le monde. Une école qui nous permette aussi de développer ce pays, parce que nous le savons, il n'y a aucun pays qui s'est développé sans passer par l'éducation et la formation. Donc c'est là où nous avons besoin effectivement de réfléchir sur le type de Sénégalais à construire, à bâtir demain. Et ce type-là, il est bâti à partir de l'école sénégalaise. Donc les assises devraient apporter une réponse significative à cela si on reste dans un processus, comme nous l'avons toujours dit, un processus citoyen, ascendant, démocratique, qui ne met pas en avant des experts, mais qui écoute les commanditaires du système, qui écoute les communautés, qui écoute les autres secteurs de développement. Donc c'est cela qui va nous permettre aujourd'hui de trucs. Il est important aussi que dans cette période, que l'on puisse vraiment lancer un message pour qu'on arrête de politiser le champ éducatif. Ça, c'est vraiment une question fondamentale qui est là, sentie de par tous les acteurs. Et donc de ce point de vue, il est essentiel qu'on mette à l'écart, qu'on mette à l'abri cette école-là, où il n'y a que des enfants qui sont des innocents et qui ont besoin effectivement, demain aussi, de pouvoir changer de situation sociale. Vous le savez, toutes les autorités, tous les décideurs que vous voyez, tous les acteurs, les célébrités que vous voyez, c'est des gens qui ont pu effectivement changer de situation grâce particulièrement à l'école. Et donc de ce point de vue, nous ne devons pas être égoïstes, nous devons permettre à nos enfants de pouvoir accéder au savoir, à un savoir de qualité qui leur permette de se prendre en charge, de prendre en charge leur famille, mais aussi de prendre en charge les préoccupations de notre cher pays. Cher Mbou, je vous remercie. C'est moi, Aruna. L'école en question, question d'école, radio